Bonjour Berry Rouge, comment vas-tu? Azul, ça va super. Merci beaucoup de te joindre à moi pour cette conversation vraiment particulière sur ta résidence virtuelle là, en ce moment sur notre compte Instagram. Alors moi, je suis en direct de l'Imagier, dont la bâtisse est située sur le territoire non cédé de la nation Algonquin Anishinaabe. Et avant de commencer notre discussion, j'aimerais vraiment profiter de cet instant pour justement remercier notre nation hôte de son accueil et puis reconnaître également bénéficier de ce territoire non cédé, comme je l'ai dit, pour développer nos activités culturelles. C'est très important pour nous de faire cette mention. J'ajouterais même qu'en vue des événements récents d'actualité, je me dois éventuellement d'insister justement sur les efforts précieux euh, quant au processus de réconciliation avec les communautés autochtones de la part d'organismes comme le nôtre. Et je dirais même que nous jouons un rôle primordial en tant qu'acteurs du changement dans notre société avec les artistes. Alors utilisons justement ce rôle à bon escient. L'imagier et son équipe s'engagent à défendre et justement à contribuer à ce processus de guérison et de décolonisation à travers les arts actuels, mais aussi à travers toutes les opportunités d'apprentissage et justement d'ouverture d'esprit, comme ce que je propose aujourd'hui avec notre conversation et qui, j'espère, avec le temps, prendra forme d'une alliance active. Alors, toi, de ton côté, tu te trouves à Montréal. Ouais, je remercie ce beau début de discours parce que ça permet aussi, comme tu dis, une réconciliation à long terme, bien sûr, mais aussi une certaine reconnaissance. Ça vient me toucher particulièrement parce que pour moi, comme tu sais, je fais partie des Premières Nations, mais de l'Afrique. Ça fait en sorte que on a une certaine intersectionnalité qui est forte, de reconnaître ces territoires, de reconnaître l'histoire, le passé, puis ça permet aussi de voir le présent d'une autre façon, puis de voir des actions plus différentes comme ces petites actions-là qui permettent pour nous de donner une voix. Alors, durant ta semaine de résidence virtuelle, là, sur nos réseaux sociaux, tu as partagé beaucoup de souvenirs et d'inspiration personnelle. J'aimerais justement commencer cet entretien en faisant référence à tes racines. Et peut-être pourrais-tu me parler un peu plus du lieu d'où tu viens? Alors, je vais m'essayer à la prononciation. Borj El Bahri, qui se Ouais. trouve dans la banlieue, justement, la banlieue est d'Alger la Blanche. Mais aussi, tu parles de la ville limitrophe de Bourg-Médès. Donc voilà, j'aimerais en savoir un peu plus sur tes souvenirs et que tu associes justement à ton enfance passée dans la baie d'Alger. Alors, c'est quand même intéressant, Bodj Bahri, parce que Bodj Bahri, c'est où est-ce que mon enfance a commencé littéralement, parce que tous mes frères et sœurs sont nés dans les wilayas, dans un sens, dans Tizi Ouzou. Puis je suis le seul qui est né en ville. Alors, je suis né à Rouéban, pour précisément. Puis suite à ça, nous sommes allés vivre à Bodj Bahri, qui borde Alger comme Al Jazeera qui appelle les petites îles carrément pour signifier un peu les ports qui existent de plus en plus sur la côte d'Alger. Puis dans le fond, Boumardès faisait partie parmi d'autres villes, Stawali, Tipaza, plein d'autres petites villes que pendant mon enfance, avec mes parents, nous amenaient tout le temps prendre une crème glacée, aller manger à un restaurant. Mes parents avaient vraiment quelque chose d'intéressant. Ils voulaient nous apporter dans des endroits vraiment spécifiques. Ah, ici, on fait de la bonne crème glacée. Ah, ici, on mange du bon poisson. Ah, ici, on fait des bonnes brochettes. Fait que ça permettait de connaître un peu plus ces endroits. Puis, suite à ça, pour moi, ces lieux-là sont restés quand même importants parce que je suis retourné à un âge adulte, bien sûr. J'ai découvert que le lieu, bien sûr, il renferme une histoire personnelle qui est mon enfance, mais il renferme aussi une histoire à travers le lieu. Fait que, par exemple, quand j'allais à Boulj Bahri, puis j'allais à Alger Plage, où je découvrais les carcasses de bateaux qui faisaient partie de la Haraga, suite à ça, il y a une certaine réflexion qui se porte sur le lieu. Alors, c'est plus une question de où je mangeais des brochettes, où je mangeais un restaurant. C'est rendu un lieu où je dois m'informer, je dois connaître l'histoire. Est-ce qu'il y a eu des guerres ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts ici? Est-ce qu'il y a eu une certaine voie du passé qui existent encore à travers ces lieux-là? C'est pour ça que j'aime beaucoup parler. Puis Boumardès fait partie d'une ville qui m'a marqué beaucoup parce que c'était une ville pendant 2003, au mois de mai, il y a eu un tremblement de terre. Pour moi, c'était une ville qui était euh, touristique dans un sens pour mes parents. Mais suite à la tremblement de terre, il a fait en sorte que ça devienne une ville un peu errante, mais reste que je travaille dessus en ce moment
pour parler de ce tremblement de terre-là qui a comme marqué mon enfance, mais qui a marqué cette ville-là aussi. Bah, c'est vraiment très intéressant et je dois dire, je suis assez contente de t'entendre comme ça t'exprimer sur là-dessus sur Alger, enfin Alger la Blanche. Hein, j'ai connu un petit peu Alger la Blanche parce que moi, ça me remémore des souvenirs aussi. Quand j'étais petite, j'ai moi-même en fait pu faire l'expérience justement, puis vraiment extraordinaire, du Grand Sud algérien. Et notamment d'une traversée du Sahara à dos de chameau chez les Touaregs, avec les Touaregs qui est donc l'un des peuples, une tribu berbère. C'était à l'âge de 6 ans, puis je t'avouerais que je n'avais pas vraiment d'autres souvenirs avant ça, tellement ça m'a marqué. Et là, j'ai notamment découvert la province de l'Illizi. Et je me souviens des histoires folkloriques, notamment des petits garçons qui me disaient de ne pas soulever les pierres, puis je me demandais pourquoi, puis en fait il y avait un scorpion sous la pierre, enfin, il y avait une espèce d'histoire, des raisons derrière ces histoires Genre de folkloriques. conte, une leçon un peu à travers le... C'est ça, une leçon de vie ou une leçon un peu un guide de sauvetage, entre guillemets. Puis aussi, je me souviens des grains de sable dans la nourriture, dans la taguela, dans le pain qu'ils faisaient dans les dunes. L'un des souvenirs marquants, c'était notamment la cérémonie du thé. Comme il y a une cérémonie du thé au Japon, il y a la cérémonie du thé Atai, qui est plus connue sous le nom du thé vert à la menthe. Hein. Et je me demandais si tu étais familier avec le proverbe touareg notamment, puis moi ça m'a marqué, hein, qui disait, je me souviens encore le touareg en train de faire le thé, puis qui me disait le premier thé il est très âpre, c'est le thé de la vie, c'est pour les enfants. Le deuxième thé est fort, c'est comme l'amour, c'est pour les femmes. Hein. Et puis le troisième thé, lui, il est beaucoup plus suave, c'est c'est le thé de la mort, c'est pour les hommes. Tu comprends à travers cette citation-là que c'est comme Mahmoud Darwish avec le café de sa mère. Il y a comme une certaine envie de marquer le temps avec un certain rituel qui, par exemple, le thé. Pour ma part, moi, c'était ma grand-mère. En fait, même pas mon arrière-grand-mère, c'est la grand-mère de ma mère qui faisait en sorte que le thé pour moi était marquant. Puis je peux comprendre un peu ton histoire vraiment des Touaregs parce que les Touaregs bordent le sud d'Alger, font partie des nations aussi amazirs qu'on doit reconnaître encore, qui ont la difficulté à se faire reconnaître. Oui, mondialement, on a une certaine conscience, mais des actions sont moindres chez eux. Mais reste, sincèrement, le thé fait partie de cette envie de comprendre cette culture-là. Puis cette citation-là, tu viens juste de décrire vraiment tout ce qui a bordé leur culture. Fait que c'est vraiment, j'adore. C'était une culture de partage, vraiment, et puis une tradition orale aussi. Et puis surtout, les Touaregs font partie des tribus qui sont les plus reconnues, je dirais, parmi les Berbères. Hein. Donc c'est vrai qu'on fait souvent référence à eux. Mais passons à ta pratique artistique. Maintenant, tu te présentes justement comme un artiste transdisciplinaire, pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tu navigues justement entre différentes formes d'art. Tu œuvres aussi bien en photographie qu'en peinture, gravure ou même encore performance, écriture, vidéographie. Et moi, je vois cela un peu comme une façon de préserver en fait une certaine fluidité dans ton identité, de ne pas être casé dans une boîte comme ça, de décloisonner, j'aime bien ce mot, décloisonner comme ça, de brouiller un petit peu les frontières entre les disciplines. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler davantage justement de ton processus de création et je dirais même plus de la façon dont tu choisis en fait un médium, d'attribuer un médium à une production. Donc, comment tu sais quel médium tu vas appliquer lorsque tu commences une série ou une œuvre? Merci pour cette belle introduction de mon travail, j'adore. En fait, sincèrement, pour commencer, en fait, c'est toujours une recherche. C'est le plus important, qu'elle soit historique, scientifique, qu'elle soit collaborative. Il y a toujours un départ d'une recherche. Je passe à l'écriture pour commencer, fait que je commence à écrire, j'écris beaucoup de poésie. Alors, c'est un des piliers qui vient me sauver parce que c'est à travers les souvenirs que je puise mon énergie, mais aussi à travers toutes les gens qui étaient à mon passé, dans le sens que ce soit Matou Lounès, que ce soit Yassine Kateb, que ce soit tous ces artistes-là qui ont porté peut-être un sujet pareil. Puis suite à ça, je découvre ensuite où est-ce que je m'en vais. Et suite à ça, là, c'est la recherche de matière. Là, la matière, là, c'est compliqué. Là, on essaie, on se dit, ah, peut-être que je devrais essayer le tissu.
Mais là, mais j'ai déjà fait un travail que j'avais fait sur le tissu avec la sérigraphie. Ah là, je dois trouver une nouvelle matière pour donner vie à cet objet-là, donner vie à cette idée-là. Puis suite à ça, c'est vraiment l'idée conceptuelle qui vient en premier. Mais suite à ça, l'objet, la matière est souvent euh, la dernière des fois, peut-être même à la dernière seconde, l'objet se transforme. Avant, c'était une cage, ça devient du bois. Au départ, c'était dans un sens de la peinture, ça devient une sérigraphie à la fin. Parce que j'aime beaucoup mélanger beaucoup de choses. Ouais. Même dans les peintures, il va y avoir de la sérigraphie, il va y avoir des tissus imprimés. Dans ma poésie, des fois, il va y avoir dans des tableaux. Alors, il y a vraiment cette, comme la transdisciplinarité quand je l'ai découvert, parce que c'est une lecture qui m'a apporté ça, parce que je voulais enfin trouver, parce que souvent on me demandait à l'université, Perry Rouge, il faudrait que tu te cases, hein, comme beaucoup. Alors moi, j'essaie de trouver un moyen pour me décaser. Alors, j'essaie de lire, j'essaie de comprendre parce que je ne trouvais pas que c'était, parce que j'ai fait mon diplôme en print media à l'Université Concordia, qui était un parcours assez intéressant parce qu'à l'Université Concordia, tu pouvais faire de la céramique, tu pouvais faire du dessin, tu pouvais faire de la peinture. Alors, je me suis inscrit dans plusieurs disciplines, malgré mon corpus scolaire, mais ça m'a permis d'aller chercher d'autres matières. Comme là, je me lance en vert prochainement. C'est vraiment la transdisciplinarité, c'est aussi beaucoup de collaboration parce qu'après ça, des fois, j'ai un sujet où j'aborde, puis je découvre un autre artiste qui a abordé le sujet. Alors, moi, de ce fait, je découvre ça, j'approche l'artiste. Pour moi, c'est important qu'on partage ensemble, qu'on puisse créer ensemble, même créer une œuvre, une entité ensemble. Alors, ça permet de rajouter encore plus de corps sur notre sujet, sur notre volonté politique, scientifique, historique. Bah, tu parles justement de l'aspect conceptuel, de l'importance de la conceptualité et l'écriture, justement, les mots bon, ben, sont, comme tu dis, un élément extrêmement important, un pilier dans ton travail. Tu fais notamment mention dans tes publications de l'écrivain arabe Yassine Kateb et notamment de son plaidoyer envers la cause berbère. Pourrais-tu me parler de ta relation avec ta langue natale, justement l'arabe, et la façon dont tu préserves cet héritage culturel et je dirais plus spécifiquement l'héritage amazigh? En fait, je vais rephraser un peu le tout. Ouais. En fait, d'abord, qu'est-ce qui nous a amené à parler l'arabe? En fait, c'est ma deuxième langue maternelle. Pas deuxième langue maternelle dans le sens, elle n'est pas maternelle, c'est une langue qui est utilisée dans l'Algérie. Mais pour ma langue maternelle, c'est le kabyle. Alors, le kabyle, c'est la première langue que j'ai reçue dès le jeune âge. Puis, à l'âge de 5 ans, un peu comme les autochtones vivent, alors vous devez aller à l'école, puis la langue qui est enseignée, c'est l'arabe. Alors, on n'a comme pas le choix d'apprendre cette langue-là et de l'écrire. Alors, c'était vraiment une langue que j'ai appris, puis que j'ai désappris dans un sens, parce que quand je suis arrivé ici, au Canada, j'ai comme eu un trauma de jeunesse. Je suis arrivé à l'âge de 10 ans, alors, puis vous en parlerez avec ma famille et mes sœurs, j'étais lui qui parlait le plus l'arabe. Mais avec ce trauma-là et de cette conscience, cette considération-là de qu'est-ce qu'était ma langue maternelle, j'ai eu un choc d'enfance qui était de carrément d'enlever cette langue de mon cerveau et de laisser place à que le kabyle. Et au fil des années, jusqu'à l'université, récemment même, il y a 2 ans, 3 ans même, j'ai décidé de reprendre des cours d'arabe. Ok. Vous me trouvez fou, là? Il me dit, ah, mais là, il combat cette langue-là parce que c'est une langue qui est empruntée dans un sens au niveau maternel. Mais je veux la réapprendre parce que il y a beaucoup de textes qui se retrouvent en arabe, il y a beaucoup d'auteurs qui sont kabyles, qui ont écrit en arabe, il y a beaucoup de politiques qui s'écrit en arabe, il y a beaucoup de choses dans mon pays. Alors j'ai besoin de comprendre toute cette langue-là pour pouvoir maîtriser mon discours, maîtriser les discussions. Alors c'est ça, alors l'arabe, elle vient vraiment en second, mais le kabyle, Okay. c'est une quête encore et encore parce que je découvre des mots en chaque jour. Avant, je disais sahit, qui voulait dire saha en arabe, mais sahit, on le disait en kabyle au niveau langage, qui voulait dire merci. Mais maintenant, j'apprends que non, c'est el mérite. C'est la vieille origine de notre langue. Alors, j'apprends tous les jours des mots qui étaient souvent hybrides de l'arabe dans les régions de la Kabylie. Alors, ça fait en sorte que
la langue est toujours importante. Même dans la poésie, pour moi, j'écris souvent en kabyle. Puis c'est vrai que on doit aussi préciser que l'arabe en fait n'est pas universel, hein. Il y a vraiment des types d'arabe différents. Si on va en Syrie, si on va au Yémen, si on va au Maroc, c'est vraiment des prononciations différentes, des mots différents. Donc sans vouloir généraliser, c'est une langue extrêmement riche et difficile à apprendre. Apprendre le fusha, l'arabe qui porte le corps de cette langue-là, ben, était autant difficile pour moi en tant qu'Algérien que le Syrien qui venait d'emménager au Canada. On était bordé du Maroc jusqu'en Arabie Saoudite. Alors, dans le sens, il y avait même de toutes les sortes. Il y avait des Asiatiques qui venaient apprendre, des Français. Alors, il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans cette langue-là, dans la poésie aussi surtout. Alors, faut pas être trop violent sur cette langue-là, parce que je veux pas, oui, bien sûr, elle ne possède pas mon origine, mais elle possède quand même un corps et une culture. Alors, faut pas souvent généraliser en disant que ce que le colonisateur, ce qu'il apporte au complet est souvent mal, mais souvent, il y a quelque chose qui se crée à travers le temps de beau. Dès le début de ta résidence, tu nous parles de tes inspirations et encore une fois, j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter sur l'une des références que tu fais, Baya, Fatma Haddad, de son vrai nom, qui est en fait une artiste algérienne qui, elle, a vécu dans les années 40, 50, en tout cas qui était à l'apogée de son art dans les années 40-50, et qui est un très très bel exemple de la modernité arabe dans l'histoire de l'art. Je me permets de t'en parler comme ça parce qu'elle faisait partie justement de la collection du Mataf, qui veut dire musée en arabe. Musée arabe d'art moderne à Doha, au Qatar, où je travaillais auparavant. Il y a de ça plusieurs années. La modernité européenne comme Matisse ou même Picasso. Ce que je trouve intéressant dans son cas, c'est à part le fait que ce soit une femme, et ce qui est d'ailleurs intéressant dans l'histoire de l'art du monde arabe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont influencé justement des artistes européens. C'est justement la mise en valeur d'une transversalité aussi, puis du dialogue constant en fait, et des échanges culturels qui se sont produits justement à ce moment-là, et qui, je pense, pour la plupart sont méconnus, ou en tout cas mésappris. On n'apprend pas vraiment ça en histoire de l'art européenne. C'est également parce que c'est une tradition orale. Souvent, la culture arabe est une tradition orale. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits et il manque du contenu. Donc, l'un des travaux qu'on devait faire au musée, notamment, c'était tout un travail de recherche pour créer une encyclopédie d'histoire de l'art du monde arabe, la modernité arabe. Et on parle souvent de la suprématie, justement, européenne en histoire de l'art. Mais il est vraiment important de se rappeler que c'est qu'une question de perspective et qu'une question de point de vue. Totalement. Et donc, en plus d'être autodidacte, Baya expérimentait beaucoup, comme toi, avec différents médiums dans sa pratique artistique. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus justement sur cette inspiration et sur ta relation avec la couleur, notamment, et son utilisation dans tes œuvres plus picturales? Ben, écoute, sincèrement, merci d'avoir tout partagé ça, c'est incroyable. J'ai hâte de lire en fait ce que vous avez travaillé par rapport au niveau de l'histoire, un peu une recherche, parce que ce que j'aime de l'histoire d'abord, l'histoire de l'art, c'est de ne pas juste aller sur la surface, mais d'aller vraiment creuser au-delà, de regarder les inspirations des artistes, comme on peut savoir que peut-être Henri Matisse et M. Picasso se sont inspirés de peut-être Baya, mais même que Baya est allé même passer des étés avec Picasso faire de la sculpture. Pour moi, c'était important de signifier qu'une jeune Algérienne, à l'âge de 15 ans, faisait des expositions juxtaposées avec des grands artistes qui étaient reconnus au niveau de l'histoire de l'art. Puis Baya a été apparu dans mon travail fin cégep, parce que ce que j'aimais, en fait, c'était aussi une recherche pour moi en tant qu'artiste, parce que quand j'avais quitté le cégep, j'avais comme, oui, un bagage culturel de l'histoire, mais très occidental. Et que des noms souvent hommes, que des noms souvent de personnes blanches. Alors, il me manquait un peu de... Alors, je faisais beaucoup de recherches, je googlais beaucoup artistes algériens, artistes africains. Je découvrais, je lisais, j'achetais des livres. Je voulais découvrir vraiment d'où l'art englobait en général. Là, en ce moment, j'ai un intérêt beaucoup aussi pour les artistes asiatiques. Alors, j'aimerais découvrir de plus en plus qu'est-ce qui se passe en Asie. Cette recherche-là s'est faite graduellement, même à l'université, ça a continué. Puis Baya, elle est apparue et
elle m'a sauté aux yeux et je me suis dit totalement oui. Premièrement, les couleurs, les sujets au niveau représentant des femmes, comme moi je les voyais quand j'étais jeune. Pour moi, quand j'allais dans mon village, toutes les femmes étaient dehors, elles dansaient, elles s'amusaient, elles étaient dans un sens décrites comme libres, visuellement pour ma part. Mais à travers l'histoire et à travers l'Occident, quand je voyage et quand j'écoute les gens, la femme, comment elle est décrite chez moi, elle n'est pas décrite comme libre ou même opprimée ou même, je sais qu'il y a certaines parties à travers l'Algérie, on a cette façon de voir les choses comme ça, mais pour ma part, en Kabylie, dans les montagnes, c'était carrément ce que Baya représentait. C'était cette liberté, c'était la musique, la guitare, tout le monde tape des mains, tout le monde joue des instruments. Pour moi, c'était une sorte d'échappatoire avec Baya. Puis, avec ces couleurs, c'était important aussi parce que ma grand-mère possédait cette envie de couleurs dans ses tapis, qui se juxtaposait avec Baya, qui se juxtaposait avec mon travail. Alors, il y avait vraiment toutes ces layers-là que je ne pouvais pas m'échapper de ça. Alors, pourquoi arrêter de parler de ces inspirations quand on peut amener plus de bagages quand on monte ces inspirations? On voit les artistes, c'est un peu le côté narcissique, un peu le côté c'est mon travail, c'est mes inspirations, c'est dans ma tête, ça se passe comme ça. Mais souvent, quand on amène ces inspirations-là dans l'avant-plan, ça rajoute encore du corps. Puis je trouve que pour moi, Baya, ma grand-mère, mon père, tous ces gens-là rajoutent du corps puis rajoutent de l'intérêt. Du sens, oui, ça fait sens. Ouais. Alors, on fait un saut dans l'avenir, là, on avance un peu plus, et puis je m'arrête sur des références peut-être plus contemporaines. Tu fais notamment mention des œuvres de l'artiste pluridisciplinaire palestinienne Mona Hatoum, qui justement arrive à exprimer un engagement politique clair, hein, assez fort, mais de manière vraiment très poétique et subtile. Dans ses œuvres, il y a une espèce je parle de délicatesse douloureuse, entre guillemets. Comment vis-tu, toi, ton activisme? Et puis, je rajouterais à cela, ça c'est ma première partie de ma question, comme les peuples autochtones, je dirais le monde arabe, justement, a dans le passé, puis continue encore à subir des violences comme ça liées à son histoire coloniale très présente, hein, la guerre d'Algérie, entre autres, mais qui souffre aussi d'une vision très stéréotypée, je dirais, puis on vient juste de le mentionner, notamment par rapport à l'exotisme, la question de l'exotisme ou de l'orientalisme, qui était introduit justement par ce mouvement pictural orientaliste. Alors, que penses-tu de tout ça? Comment te positionnes-tu par rapport à ça et comment vis-tu ton activisme? J'aime d'abord lire l'histoire. Alors d'abord, je découvre que à travers le temps, je suis quand même de jeune âge, j'ai quand même 25 ans. Alors ça me permet de reprendre un peu de recul, puis ça me permet de dire, j'ai pas tout appris, j'ai pas toute l'histoire en main. Des fois, je me commence à lire, que ce soit, on a lu Édouard Saïd de l'orientalisme. Quand tu le lis, tu te dis, ah, il y a des choses que je n'avais pas compris à un certain jeune âge parce que j'étais jeune, mais là, j'ai la possibilité. Puis j'ai aussi la possibilité de créer quelque chose par-dessus ça, puis de faire en sorte que je peux aller plus loin que juste de le lire et de l'avoir en moi-même. Je veux partager certains. Avec Mona Hatoum, ce que je trouve son travail remarquable, en fait, c'est une artiste que, comme on dit, que je veux dépasser. Une artiste que je trouve que son travail est incroyable, reconnue à travers l'international. Je l'admire, c'est une artiste forte. En plus d'être palestinienne, encore cette intersectionnalité avec les peuples autochtones en Afrique du Nord, avec les Palestiniens, surtout l'Algérie qui porte un très grand cœur au niveau de la Palestine. Et à chaque fois que je vois une œuvre, je me dis, mais j'avais pensé à ça, ou elle a fait ce travail, waouh, je suis jaloux, il y a quelque chose de vraiment, elle porte un message fort, comment je peux aller dépasser ce message fort, et il est déjà atteint dans l'histoire. Souvent, c'est ces petits trucs-là qui m'arrivent avec mon Hatoum, qui sont positifs quand même, que j'admire encore, puis même que je le démontre. Mais au côté moi, activiste, j'essaie de le faire ici à Montréal. J'essaie de le faire ici avec ma communauté. Alors, je rassemble le plus de gens possible avec moi à travers le temps. Puis, je questionne toujours mon présent. Est-ce que mes actions sont encore bonnes? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je peux amener? Puis-je aller chercher comme solidarité pour venir chercher mon message? Si je veux parler de quelque chose, par exemple, sur la femme, ben pourquoi pas aller chercher une femme artiste qui vient de mon propre comté, qu'on peut se comprendre, qu'on peut avoir une conversation, là on peut aller chercher quelque chose. Je veux parler, par exemple, d'orientalisme.
ben, je vais aller chercher un artiste qui vient, non pas juste du Maghreb ou de l'Orient, mais je vais chercher un artiste aussi mort, qui est dans le sens sénégalais. En Espagne, on a eu cet orientalisme-là. Alors, j'ai pas l'habitude de me dire, ah, c'est facile, je dois aller chercher quelque chose de plus, un peu plus challengeant. Puis, c'est à ce moment-là que là, je m'amuse. Quand je me donne des challenges, quand je me donne, OK, là, je vais aller travailler avec cet artiste-là, on va discuter. Et à partir de qu'est-ce que ça va sortir, on va aller encore plus loin. Là, on va faire de la sérigraphie, par exemple, avec Preston Parvis. Là, on est en train de faire une sorte de série sur l'orientalisme. Parce que pour moi, j'étais fasciné beaucoup par les morts avec la peau foncée, même très noire même. Alors, j'étais beaucoup intéressé, mais moi, je ne me permettais pas de me dire, OK, je vais faire des tableaux avec la peau noire, easy going, let's go, on passe à un autre chapitre. Non, moi, je veux vraiment discuter avec un artiste que j'ai une admiration comment il peint la couleur de la peau noire. Alors, j'allais chez Preston, puis je disais, OK, là, on va collaborer, on va discuter sur ce sujet-là. On a commencé, on a fait une série, on est allé chercher des œuvres qui ont duré 100 ans, dans un sens, après leur droit d'auteur. Alors, on pouvait les revisiter, alors on pouvait les réimprimer, leur redonner vie à ces personnages-là qui étaient, dans un sens, pas désuets, mais qui étaient orientalisés, qui étaient exotisés. Puis suite à ça, nous, on leur donne vie, on leur donne de la couleur, aussi surtout, on leur donne notre façon de voir, comment on les voit, comment ils sont beaux. Il y a un artiste comme ça qui travaille, un artiste marocain, si je ne me trompe pas. Son nom, c'est Youssef Nabil. Il travaille justement sur la nostalgie du cinéma qui était juste en noir et blanc. Et donc, il prend ses photographies. Pelliculaire. Oui, c'est ça. Et puis, il les repeint comme ça à la main. Il questionne justement cette vision que l'on a de l'Orient et de l'orientalisme. Youssef Nabil, c'est quelqu'un à aller voir si ça t'intéresse à ce niveau-là. Mais bon, il va bientôt falloir qu'on se quitte. Alors, je terminerai avec ma dernière question et je reviendrai justement sur les défis dont tu parles, que tu veux devancer et se surpasser. Quels sont tes souhaits pour l'avenir? Est-ce que tu as des projets d'expo, mais quelles sont vraiment tes envies de projet? Ben, d'abord, personnellement, je veux de plus en plus me décloisonner, comme tu disais. De plus en plus enlever ce qu'on a de l'artiste comme perception. Alors, je travaille vraiment fort pour pouvoir essayer de faire des projets qui font en sorte que ça décloisonne, que ça fait en sorte que l'activisme vient de plus en plus se mettre de l'avant, mettre des causes à l'avant. On le voit récemment avec tous nos collègues, toute notre communauté, on se mobilise. Puis je pense que c'est important que l'artiste soit accompagné de tous ces gens qui ont des douleurs, qui ont des mots, et de tenir la main à ces gens-là en tant qu'artiste, puis de porter cette voix-là avec eux, puis de les aider à porter une voix. Ça, c'est au niveau personnel. Puis au niveau artistique, d'avoir de plus en plus mon espace, d'avoir de plus en plus un peu comme Mona Hatoum, je sens qu'elle elle a une liberté infinie. Elle a une envie que je perçois future, que je tâte carrément, que je me dis, ah, j'arrive, là, je le sens. C'est là que je vais sentir vraiment, je vais être seul, je vais être accompagné même des fois en collaboration, mais à vraiment faire de l'art que de l'art. Écoute, Béréouche, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est vraiment agréable de te parler, puis surtout un grand saut dans les souvenirs d'enfance et tout un tas de références qui me sont vraiment familières. Tu nous as fait voyager comme ça pendant un court instant, nous faire oublier un petit peu la réalité du quotidien. Là, il pleut en ce moment. Alors, je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite pour tes prochains projets et de poursuivre vraiment ton travail en toute sécurité et puis avec une belle énergie créative. Voilà, merci. Merci énormément. L'Imagie, vous étiez pour moi un souvenir incroyable. Bon, c'est bien, génial. Au revoir à tous.